Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Un fléau gangrène notre société, impacte nos familles et pose d'importants défis aux institutions. Ce soir, je vous propose de débriefer du trafic de stupéfiants en Polynésie française. Quel état des lieux peut-on en faire ? Comment les pouvoirs publics et les citoyens peuvent agir et surtout avec quels moyens ? Ce soir, nous allons en parler avec Solène Bellawar, procureure de la République. Bonsoir. Bonsoir. Le colonel de Maison, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Toté Romain Bourdoncle, tu es le médecin-chef du CPSA, le Centre de prévention et de soins des addictions. Bonsoir. Yarana. Et enfin, Cathy Godot, tu représentes la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Tu en es la présidente. Bonsoir. Yorana, bonsoir. Yorana. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Nous allons essayer de comprendre un peu l'ampleur du phénomène, les réponses judiciaires, les réponses sanitaires et puis l'impact sur la société aujourd'hui. Madame la procureure, on dit que la société de la Polynésie est malade du trafic de drogue. Quand on voit l'ampleur de la consommation aujourd'hui de l'ice, on va dire un petit peu la banalisation du PACA et la multiplication des affaires judiciaires. Est-ce qu'on a dépassé le stade de la crise pour parler d'une véritable épidémie ? Alors, on a des raisons d'être inquiets, on peut dire, puisqu'en Polynésie française, on fait le constat qu'il y a plusieurs types de drogues qui circulent. Alors, on a parlé de la banalisation du PACA, ce qui peut générer d'autres types de délinquance. Je pense notamment à la circulation routière. Et la spécificité, si je puis dire, de la Polynésie française, c'est aussi et surtout la consommation et les trafics qui vont avec de méthamphétamine, d'ice, en provenance des États-Unis, un phénomène qui s'est vraiment accru ces dernières années et qui aujourd'hui est un phénomène, un problème de société, peut-on dire. Est-ce qu'on a quelques chiffres déjà sur cette question-là ? Le PACA d'un côté, l'ice, on va peut-être un petit peu diviser ces deux trafics. Est-ce qu'on peut diviser ces deux trafics ? Oui, bien sûr, même s'ils s'alimentent l'un l'autre. C'est sans doute un point sur lequel on reviendra au cours de l'émission. Vous avez globalement trois phénomènes principaux en matière de lutte contre les stupéfiants. Le cannabis, la cannabiculture, donc c'est, je dirais, produit localement, consommé localement. On fait en moyenne, chaque année, un tiers des plants de cannabis qui sont arrachés par l'ensemble des forces de sécurité intérieure, en métropole comme outre-mer. Un tiers de ces arrachages de plants sont réalisés en Polynésie française, ce qui donne une idée du volume de ce qui est détruit ici. Voilà, beaucoup de production, beaucoup de destruction. Donc voilà pour le cannabis. Deuxième phénomène, c'est la méthamphétamine, l'ice. Les dernières données dont on dispose, qui sont celles de l'Office anti-stupéfiants, on constate que 10% des saisies réalisées par les forces de police et de gendarmerie en matière de méthamphétamine sont réalisées en Polynésie française. Donc c'est quand même un territoire de 330 000 habitants sur lequel on réalise 10% des saisies de méthamphétamine. J'ai un chiffre, en 2024, environ 23 kilos d'ice destinés au marché polynésien saisis. Alors sur l'année 2024, on est à en gros 12 kilos qui ont été saisis par les services des douanes et par les services de police et de gendarmerie. Votre chiffre inclut de la drogue qui n'est pas rentrée en Polynésie parce qu'elle a pu être saisie par les services de police américains ou par les services des douanes américains, mais destinés à la Polynésie, tout à fait. Et enfin, le troisième phénomène, c'est la cocaïne. La cocaïne, on est pour le coup une zone de transit sur la grande route sud de la cocaïne qui part d'Amérique du Sud, qui part de Colombie, d'abord par voie routière vers le Chili et le Pérou, et qui ensuite, par voie maritime, rejoint l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc là, on est plutôt une zone de transit qu'une zone de destination, mais on a ce triple phénomène sur lequel on travaille. Et en termes d'affaires judiciaires, on a plus d'affaires judiciaires liées, peu importe le trafic, on parle de PACA ou d'ice, c'est en augmentation ? Alors, pour ce qui concerne l'ice, c'est très nettement en augmentation ces dernières années. Concernant le PACA, en termes de traitement judiciaire, si je puis dire, donc je rappelle que la consommation de stupéfiants, quelle que soit la nature de la drogue, c'est un délit puni jusqu'à 1 an de prison et on ne fait pas de différenciation. Voilà, quelle que soit la drogue. Et pareil, le trafic de stupéfiants, quel que soit le stupéfiant concerné, est puni jusqu'à 10 ans de prison. Alors après,
En pratique, on individualise la réponse en fonction de la nature du produit, de la personnalité de la personne concernée. Donc, ce que je disais, c'est que sur la consommation de PACA, on va avoir une action notamment sur le consommateur. De traitement. On est moins d'incitation à des traitements, des réponses à vocation pédagogique. Sur l'ICE, on a du vrai trafic, si je puis dire, c'est-à-dire pas uniquement de la production locale comme ça a été ici, pas de production locale comme ça a été ici évoqué, mais du trafic, de l'importation, des grandes quantités. Et donc, il y a une incidence sur l'activité judiciaire qui est très forte, parce qu'on a une centaine de personnes par an jugées pour trafic d'ICE. Aujourd'hui, alors souvent des lourdes peines. Quand on peut, on privilégie des voies de poursuite rapides, mais parfois, il faut faire des longues enquêtes pour essayer de démanteler les réseaux. Et aujourd'hui, on a un tiers à peu près de la population des établissements pénitentiaires qui sont liés au trafic d'ICE. Donc c'est vraiment donc quelque des vrais chose, réseaux qui se sont mis en place des en réseaux Polynésie. qui sont de plus en plus professionnalisés en réalité, avec l'implication de Polynésiens dans des réseaux qui peuvent être des réseaux internationaux. On va y revenir sur cette question. Je voulais donner également la parole à Cathy. Tu représentes donc la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et les addictions qui vient d'être créée récemment. Est-ce que ces chiffres, ce qu'on entend là, cette augmentation des chiffres, vous a poussé finalement à vous fédérer en vous disant ok, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Effectivement, les chiffres sont parlants. Tous les voyants sont au rouge. On constate au niveau judiciaire qu'il y a une augmentation énorme. Madame la procureure vient de le souligner. Nous, on le constate sur le terrain. Tous les jours, au quotidien, on a des messages de détresse de familles qui sont dans la demande d'être aidées. On a surtout des consommateurs qui souhaitent être aidés aussi. Et on reçoit pas moins de 30 messages tous les jours. Voilà, les voyants sont vraiment au rouge, il y a de quoi s'inquiéter. On parle d'une situation qui est alarmante. Moi, je parle déjà d'une situation qui est critique. Elle vient d'où ton implication à toi, personnellement? Alors, pour ma part, j'ai eu malheureusement un vécu dans mon entourage. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pas eu, on va dire, l'aide qu'il fallait en face. Donc, les personnes qui composent cette fédération ont tous un vécu, en tout cas, lié à l'addiction, notamment l'ICE. On a fait le constat aussi que plusieurs associations œuvrent dans ce sens, mais avec, comment dirais-je, des actions un petit peu isolées. On a véritablement voulu aujourd'hui rassembler tous les partenaires qui peuvent aider et répondre aux attentes de ces familles qui sont dans la demande, qui sont dans la détresse aujourd'hui. Est-ce que vous avez une crainte, parce que justement on parlait de réseaux qui sont en train de se mettre en place, de s'organiser, de se professionnaliser, pour avoir interviewé d'anciens consommateurs qui aujourd'hui n'osent plus parler dans les médias. Est-ce que vous avez une crainte quand même d'être face de faire face à ces personnes Bien qui sûr, peuvent être dangereuses? on ne peut pas rester, on va dire, et faire comme si... c'est sûr que c'est un sujet qui fait peur, ça c'est sûr. On constate aussi qu'effectivement, le trafic s'est professionnalisé. Donc, on a le consommateur qui va tomber dans le trafic parce qu'il va falloir payer sa dose, il veut consommer, mais on a certaines personnes qui tombent dans le trafic parce qu'ils font de l'argent avec. Oui, l'argent facile. L'argent facile. Ouais. Voilà. Et Toté, je terminerai ce premier tour de table avec toi. Est-ce que toi aussi, tu constates une augmentation des personnes qui viennent consulter au CPSA, qui demandent de l'aide? C'est en perpétuelle augmentation? Oui, c'est en augmentation continue depuis les années 2000 en fait. Pour donner un ordre d'idée, plus récemment, ces 2 dernières années, ça a encore plus augmenté. Avant, c'était 5% des nouveaux patients qui venaient d'eux-mêmes pour une consultation d'ICE. En 2024, c'était 10% de nouveaux patients. Depuis le début de l'année, là, j'ai regardé ce matin, il y a près de 20% de mes consultations, c'est des patients qui consomment de l'ICE. Donc, ça ne fait que s'accroître. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a un nombre de consommateurs qui augmente? Est-ce que c'est parce que le nombre de consommateurs augmente, mais parce qu'ils veulent être pris en charge? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix au gramme diminue. Et ça veut dire qu'il y a le produit qui se répand sur le territoire. Il y a aussi le nombre de signés à la Croix-Bleue qui prennent en compte la méthamphétamine qui augmente. Je crois que c'est 52% des signés à la Croix-Bleue. Donc ça s'est répandu. Ça touche toutes les familles, ça touche toutes les classes sociales, tous les milieux. On a des patients qui viennent de partout. Avant, on avait essentiellement des patients judiciarisés. Maintenant, c'est des patients qui ont une activité professionnelle et puis vraiment dans toutes les catégories socio-professionnelles.
Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières, voilà, il y a de tout, vraiment de tout, et souvent on a du mal à y croire. Ce qui est important aussi de voir, c'est que derrière le trafic, comme derrière la consommation, il y a toute la forêt derrière. C'est pourquoi on trafique ou pourquoi on consomme, parce qu'il y a du mal-être, parce que derrière il y a une problématique sociétale profonde qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à gérer. J'allais dire, est-ce que c'est pas intrinsèque à l'être humain d'aller vers des psychotropes quels qu'ils soient, parce que j'imagine que ça se limite pas à notre société, qu'il y a toujours eu un peu... Alors si, absolument, ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle l'usage ou le trouble d'usage, c'est-à-dire que l'être humain consomme, quoi qu'il arrive, depuis la nuit des temps, on a consommé tout plein de trucs, on a découvert tout plein de plantes à fumer, à boire, à manger, et ça c'est du côté expérimentation et de l'usage simple. Après, il y a des terreaux fertiles qui font que l'usage devient compliqué et que ça fait des situations dramatiques pour des familles, pour des sociétés. Voilà, c'est le cas pour la méthamphétamine, c'est le cas pour le paca. Parce que le paca soit consommé je sais pas, par que des adultes de 30 ans qui veulent expérimenter, c'est une chose, c'est illégal. Mais, rappelons-le. Mais c'est très problématique. Mais un adolescent quand c'est du café un beurre paca, que c'est des adolescents de 12 ans, 10 ans, 8 ans qui fument du paca et qui vont en primaire après. Là, on a un vrai problème structurel derrière. Vous avez des cas comme ça de très très jeunes consommateurs, de familles qui sont des familles entières qui peuvent être impliquées dans ce genre de ce que je trouve intéressant dans ce que disait le docteur, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que l'ail soit l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. Parce qu'en termes de santé publique, je pense, et en termes de sécurité, c'est certain, le principal problème auquel on est confronté, c'est la consommation massive et totalement banalisée de cannabis, qui derrière vient alimenter l'insécurité routière, Madame le procureur l'évoquait, mais vient également alimenter tout un système d'atteinte aux biens, de cambriolage, les violences intrafamiliales très régulièrement, à la fois l'alcool et le cannabis, la consommation de cannabis sont présents dans les situations de violence intrafamiliale. Donc on a une consommation de cannabis qui est un moteur, un accélérateur de tout un écosystème délinquant, de toute une délinquance en réalité. Et la problématique ne se limite pas bien évidemment à l'ice. Je vais poser peut-être une question qui dérange, je ne sais pas, mais quand on parle de légalisation du cannabis et du fait qu'on pourrait justement sortir ces personnes de la délinquance en permettant une légalisation de ce psychotrope, ça permettrait de générer de l'argent aussi pour le pays. Est-ce que ça, c'est une utopie? Parce qu'il y a quand même des États aux États-Unis qui l'ont fait, d'autres pays en Europe qui l'ont fait également. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas réel? Il y a des pays qui voient leur législation évoluer. Moi, j'applique la loi. Oui, ça c'est sûr que vous êtes là pour appliquer la loi. Je vois quand même au quotidien les ravages de la consommation de drogue et de tout type de drogue. C'est vrai qu'on voit ça. On parlait tout à l'heure de l'état des lieux. On voit passer au tribunal, évidemment, les gens qui consomment ou qui trafiquent, mais aussi les gens qui commettent tout un tas d'autres infractions. Et quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils fument du paca depuis qu'ils ont 8 ans, parce qu'en fait, ils fument avec leur père ou leur tonton, etc. Et en fait, c'est des gens qui, du coup, ont eu des difficultés à s'insérer dans la vie, à monter des projets professionnels, trafic, etc. Pas forcément, mais qui, du coup, ont eu d'autres types de difficultés, sans forcément tomber dans les trafics, mais qui ont vu leur vie très atteinte par une consommation massive. Donc... Mais si on l'encadrait tout ça, c'est ça que je veux dire. En fait, il réagit tout de suite. Ouais, non, mais c'est pas une question de légaliser ou pas légaliser finalement, parce que l'alcool comme le tabac c'est légal et ça fait des ravages. Mais on n'est pas sur le même modèle. Mais après, je pense qu'on me corrigera si je me trompe, mais on n'est pas sur le même modèle métropolitain où d'un coup il y a des cartels et puis des cités et puis d'un coup du narcotrafic ultra organisé qui fait que la question de la dépénalisation ou de la légalisation se pose pour faire des recettes encadrées. Là, on est sur ce que moi j'appelle une économie de servitude. C'est que parfois, c'est des familles entières, des quartiers entiers qui vivent de ça, qui produisent ça, des tonnes et des tonnes. Voilà, c'est un tiers des arrachages pour 300 000 habitants. Enfin, c'est énorme. Le légaliser demain ne réglera pas le problème. Les gens, s'ils le font pousser, c'est qu'ils ont faim, ils ont envie de manger.
que... Oui, ça fait vivre des familles, il faut quand même le reconnaître. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est légal demain, c'est pas pour ça qu'ils vont déclarer au CFI et que ça va ranger tout. Qu'ils vont payer leur Il y a un peu une illusion par rapport à ça. Enfin, moi, je suis comme Madame le procureur, je fais pas la loi, je l'applique, mais il y a un peu une illusion et beaucoup des pays ou des territoires qui ont légalisé soit s'en mordent les doigts, soit reviennent en arrière, parce qu'en réalité, ils voient que les ravages causés par la drogue ne sont pas réglés par la légalisation, bien au contraire, ils s'amplifient. On ouvre une petite porte. On ouvre une porte et on bascule dans un narcotrafic qui, devenu légal, prend le contrôle de pans entiers de la société, de pans entiers de l'économie, voire de pans entiers des États dans lesquels il a été légalisé. Donc c'est un sujet extrêmement important et sensible que celui-là. En tout cas, pour nous, le constat que l'on fait, c'est que la consommation du PACA, en fait, est le premier pas pour aller vers la consommation de l'ice. Donc, véritablement, c'est pas une bonne chose, en fait. Donc, le PACA fait déjà des ravages, mais aujourd'hui... Quand vous passez dans les quartiers, est-ce qu'ils vous disent, oui, mais nous, c'est ce qui nous permet de manger tous les jours? Oui, effectivement, malheureusement, comme Tante le disait, le problème, il est beaucoup plus profond. Donc, c'est un problème sociétal, un mal-être. Il faut, en fait, je crois que la population, notre jeunesse s'ennuie aussi. Il n'y a pas de travail. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui poussent à la consommation des drogues et qui participent. On fait des groupes motivationnels pour les patients judiciarisés. Donc, c'est des patients qui souvent sont issus de milieux précaires, souvent loin un petit peu de papeterie. Et ce qu'ils retiennent, donc on travaille sur les émotions, les nommer, et ainsi de suite. Ce qu'ils retiennent parfois, c'est qu'ils ont appris des mots. C'est-à-dire qu'ils ont appris le mot colère ou tristesse ou culpabilité ou la honte. On manque d'apprentissage sur certains développements. Quand on ne sait pas ce qu'on ressent et ce qui nous arrive, c'est difficile d'exprimer. Et quand on n'arrive pas à l'exprimer, on fait n'importe quoi. On trouve un exutoire. Ouais. C'est aussi ça qui est sous-jacent, c'est qu'il y a une souffrance, mais qui est tue, qui est parfois tabou, qui parfois ne peut pas être dite, parce que quand il nous arrive quelque chose de dramatique dans une famille en métropole, ça peut foutre la famille en l'air, la famille nucléaire, les parents, les grands-parents. Quand on livre un lourd secret dans une famille polynésienne où au final ça touche les cousins, les cousines, les grands-parents, tout le quartier. Famille élargie, ouais. C'est parfois, ça peut pas être dit. Et donc du coup, la consommation permet d'anesthésier des dépassés ultra traumatiques. Voilà, après, mon regard est biaisé. Tous les consommateurs que je vois, c'est pas les trafiquants. C'est des gens qui veulent être aidés et qui veulent changer. Donc nécessairement, c'est plutôt les victimes que les bourreaux, entre guillemets. De mon niveau addictologue, ils sont tous victimes. Oui. Parce qu'ils ont tous gâché leur vie à un moment et qui essaient tous de s'en sortir. Mais il y a des passés traumatiques. Il y a une forêt immense, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Et celle-ci, il faut avoir le courage de la regarder, de se dire, ok, là on a un vrai boulot à dire sur dire les violences qui se passent, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient physiques, les déclarer, accompagner les victimes qui veulent porter plainte, parce que j'ai eu le cas encore aujourd'hui, une femme qui... Un problème en alimente un autre, en fait, parce que la consommation de drogue vient d'un manque de moyens ou d'un environnement violent, mais qui va te mener aussi à la rue éventuellement. Et finalement, on est dans un cercle vicieux. C'est multifactoriel. C'est vrai que on parlait du travail, de l'ennui. Nous, on voit beaucoup ça sous l'angle prévention de la récidive. C'est-à-dire le trafiquant de drogue, quelle qu'elle soit, une fois qu'il a été sanctionné ou même incarcéré, qu'est-ce qui va faire que la suite de sa vie ne sera plus tournée vers la drogue? Et là, il y a un vrai travail, et alors, je pense particulièrement aux personnes qui sont suivies par des juges de l'application des peines ou des personnes qui sont en détention, un vrai travail pour que quand la personne condamnée va sortir de prison, ça ne va pas immédiatement recommencer. Si son environnement, si tous les facteurs dans sa vie restent les mêmes, il y a peu de chances que ça recommence. Oui. Par contre, on prépare un travail, peut-être un projet de vie éloigné de son quartier, et là, on peut arriver à faire quelque chose. Mais dans un territoire comme la Polynésie, c'est pas forcément simple, parce qu'on peut pas beaucoup s'éloigner, et parce qu'il y a beaucoup de... Et on revient souvent un petit peu à la source aussi pour retrouver ses repères. Hein, Oui, voilà, faut pas non plus complètement déraciner la personne. Bon, faut trouver une source de motivation qui tienne et une source un gain, une manière de gagner sa vie qui tienne éloignée du trafic. C'est toute la problématique, que ce soit un trafiquant qui sort de prison ou bien un consommateur qui réussit finalement à s'en sortir. Derrière, c'est toujours ce problème de suivi.
de l'après. Le but de la fédération, justement, c'est de trouver justement tous les moyens pour redonner de la vie à ces personnes-là. Et c'est toute la difficulté que Madame la procureure est en train de nous soulever ce soir. Tu soulèves la question des moyens, on peut y venir maintenant du coup. Est-ce qu'il y a assez de moyens aujourd'hui pour travailler sur cette question du trafic de stupéfiants? Des moyens au niveau du CPSA, assez de personnel, des moyens au niveau de la gendarmerie. Est-ce que vous travaillez avec assez de moyens? Bah écoutez, on travaille avec les moyens que vous avez, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr, non, mais en réalité, il faut voir un peu d'où on vient et comment on s'est structuré. On a créé en 2022 en Polynésie une antenne de l'Office anti-stupéfiants qui permet de lutter justement sur la partie internationale du trafic. Et là, on est plutôt effectivement sur le trafic d'ice, sur le trafic de cocaïne. La partie, je dirais, cannabiculture est traitée au niveau des unités territoriales ou des unités recherche de premier niveau. Donc on a, si vous voulez, une organisation. On a une organisation qui permet de travailler là-dessus. On a un plan d'action qui est très clair, qui comprend 5 volets. Parce que il faut une approche globale dans l'action répressive qui est menée, qui comprend à la fois donc la destruction des plantations, on en a parlé, on détruit entre 20 et 30 000 plants de cannabis chaque année, qui comprend le harcèlement des points de deal et principalement à proximité des établissements scolaires, parce qu'il y a un vrai sujet sur, vous l'évoquiez, la consommation dès le plus jeune âge, c'est quand même une spécificité locale très forte, dans son ampleur en tout cas. Le contrôle dans les flux de circulation et la détection de la consommation au volant, on fait en moyenne 5000 dépistages par an, dont 500 positifs, ce qui est énorme, en réalité 10% de positivité. Donc ça, c'est aussi un indicateur qui montre la diffusion de la drogue dans la société polynésienne. Le 4e axe, c'est le démantèlement des réseaux, à la fois et jusqu'à la captation des biens des trafiquants, hein, la captation des avoirs criminels, qui a une dimension extrêmement importante. Et puis le 5e axe, c'est toutes les investigations dans le cyberespace, parce qu'on voit que les points de deal ne sont pas seulement physiques, hein, ils sont également sur la toile, et on ferme chaque année, bien évidemment, soit sous un angle administratif, soit sous un angle judiciaire, on ferme chaque année plusieurs sites internet dédiés à la consommation. Donc on essaie d'agir à la fois sur la production, sur le consommateur à travers les contrôles des flux de circulation et sur les trafiquants, qu'ils soient dans l'espace physique ou dans l'espace numérique. Donc on a une action qui est déterminée. Après, je veux dire, en matière de police judiciaire, plus vous avez de moyens, mieux ça marche. Donc si vous développez les moyens, forcément vous développerez les résultats. Ça, c'est une évidence. Parce que j'allais dire, pour autant, vous avez un maillage qui semble quand même, et un plan qui est effectivement très clair, mais on le disait en introduction, les chiffres continuent d'évoluer, et c'est un peu ce qui questionne au niveau du CPSA. Vous avez les moyens des ambitions du pays? Alors, je ne pense pas que le CPSA doive porter toutes les ambitions du pays en matière de lutte contre l'AIS. En tout cas, de prévention et d'action auprès des personnes. Aujourd'hui, on est 10 soignants pour 300 000 habitants, en gros. C'est pas beaucoup. En même temps, il y a le projet du pôle de santé mentale qui va voir le jour un jour, le plus tôt possible. Et même si au départ, ça sera ISO effectif, ISO moyen, il devrait y avoir des lits d'addictologie qui permettront du sevrage, mais il n'y aura pas que du sevrage ICE, il y aura du sevrage d'alcool, il y aura d'autres choses. Et puis des moyens pour faire de la liaison, pour faire d'autres missions. Ça fera une partie. Après, il y a tout un pan, ça va mettre du temps, hein. C'est comme dans votre jardin, quand vous avez, je sais pas, des mauvaises herbes, c'est pas en une fois que tout d'un coup le jardin va être nickel et tout propre. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, et c'est sur le temps long qu'on verra le fruit de nos efforts, hein. Je pense à la fois que ce soit pour la gendarmerie, que ce soit pour les associations et les fédérations, ou pour le soin, parce que c'est de façon concertée que petit à petit on y arrivera. Mais ça va être long, il faudra pas lâcher. Cathy? Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que le colonel disait sur les moyens. Je me fais le porte-parole des familles. Nous avons entendu parler de la création d'une cellule qui s'appelle la CROSS en 2021. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de cette cellule. Est-ce que si les effectifs y ont été affectés reflètent la réalité du terrain? Alors, qu'est-ce que c'est la CROSS du coup? Quelles sont ses missions? Voilà. Alors, donc la CROSS, c'est une cellule qui a vocation à recueillir et à centraliser le renseignement
concernant les trafics ou l'usage de stupéfiants. Cette cellule, elle est rattachée à l'Office anti-stupéfiants et elle travaille au bénéfice de la douane, de la police, de la gendarmerie, et en centralisant et en vérifiant le renseignement avant qu'il ne puisse être exploité judiciairement. Donc c'est une cellule effectivement que chacun peut contacter, dont la plupart pour donner des renseignements, dont la plupart des institutionnels connaissent bien évidemment les contacts, et qui émet ensuite, une fois qu'elle a reçu ces renseignements, qu'elle les a travaillés, qu'elle les a enrichis, parce qu'un renseignement brut en tant que tel n'a pas d'intérêt, eh bien elle va le distribuer au service d'enquête le plus adapté pour traiter ce renseignement. Et donc, chaque année, cette cellule, depuis sa création, donc, que vous rappeliez en 2021, traite plusieurs dizaines de notes de renseignement qui sont adressées aux services de police ou de gendarmerie. Et de ces notes de renseignement ces notes de renseignement se traduisent en enquêtes judiciaires qui ensuite suivent leur cours sous un angle judiciaire. Voilà. Donc, il y a une bascule du renseignement au judiciaire. Il était aussi question dans un article de la création d'une cyberbrigade. Voilà, qu'en est-il? Elle est située où? Voilà. En fait, je me permets de manquer d'informations sur le sujet. En fait, je me permets de soulever ces points parce que de plus en plus, on se rend compte que les familles, en tout cas, ne restent plus spectateurs. Donc, il y en a qui veulent dénoncer. Donc, aujourd'hui, il faut que la fédération puisse être capable de leur donner les moyens de contact pour transmettre les informations qu'il faut à ces cellules. Comment on fait concrètement? C'est ce que les familles attendent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, et j'insiste sur la notion de l'anonymat aussi. Aujourd'hui, le sujet de l'ICE, de peur des répercussions. Oui, voilà, le sujet de l'ICE est tabou, ça fait honte, on a du mal à en parler. Aujourd'hui, on constate en tout cas sur le terrain, il y a des représailles possibles. Oui, aussi. Mais on constate surtout que sur le terrain, il y en a de plus en plus qui souhaitent dénoncer, qui ne veulent plus rester spectateurs de toute la violence qu'il y a autour d'eux. Quel est le contact qu'on peut leur donner? La question de l'anonymisation, c'est un point intéressant. Alors évidemment, dans la procédure de renseignement, cet anonymat, il est garanti, mais il l'est également potentiellement dans le cadre de la procédure judiciaire, puisque un certain nombre d'acteurs de cette procédure judiciaire peuvent être couverts par l'anonymat, et donc ce qui permet de garantir derrière leur sécurité, puisque c'est ce que vous évoquiez. Donc après, sur les moyens de contact des forces de l'ordre, évidemment, il y a la CROSS, mais il n'y a pas uniquement la CROSS, il y a évidemment l'ensemble des brigades de gendarmerie, le commissariat de police de Papeete, et puis... Je pense qu'ils cherchent, c'est un contact direct pour savoir où va l'information et se dire que ça atteint le but qu'ils cherchaient. Bien sûr, et puis ça correspond aussi à de nouveaux usages, et sans doute également à une volonté d'anonymat parfois, la possibilité de signaler en ligne auprès de la brigade numérique pour la gendarmerie, auprès du commissariat numérique pour la police nationale, les infractions et les renseignements que l'on souhaite partager. Donc c'est disponible. On rajoutera ces adresses mail, en ces ligne, sites-là. Exactement, bien sûr. Vous pourrez le rajouter sur l'image. Ouais. Nous, concrètement, quand on a affaire à des familles qui subissent les violences, la solution qu'on leur donne, en tout cas aujourd'hui, c'est appeler la gendarmerie. Mais malheureusement, le retour que l'on a n'est pas forcément ce que la famille souhaite. Je vous le dis très honnêtement, il y en a qui sont éjectés. On leur répond de la manière qu'il ne faudrait pas. Pourtant, ils se retournent vers la gendarmerie. Est-ce que ça, c'est normal? Ils ne se sentent pas entendus. Voilà. Et je voulais rebondir aussi sur les propos de Madame la procureure, notamment sur la récidive. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas penser, pour en tout cas les détenus qui sont définitivement condamnés, à transmettre les listes aux autorités des USA? Parce qu'on sait que la drogue, en tout cas l'ICE, transite des USA vers ici. Est-ce que on ne pourrait pas penser à cette éventualité de transmettre cette liste? Est-ce que c'est légal? Pour éviter justement que ces personnes puissent reprendre l'avion, tout simplement, repartir et en ramener. À ma connaissance, il y en a blacklist qui empêcherait d'aller vers les... Est-ce que c'est légal? personnes condamnées, c'est quelque chose qui peut être effectivement réfléchi, qui en réalité ne pourra pas totalement résoudre le problème. Malheureusement, notamment pour ce qui concerne les mules, les candidats ne manquent pas. On a, au-delà des réseaux organisés, d'ailleurs, on a quand même pas mal de personnes qui sont tentées par l'opportunité, l'appât du gain facile. Et ça, le vivier, si j'ose dire, se renouvelle.
Mais je voulais, quant à moi, rebondir sur les familles, parce qu'en fait, c'est souvent via les familles, via les proches, que des situations apparaissent et peuvent être. On a quand même pas mal d'enquêtes qui débutent parce que la famille appelle la brigade locale ou le commissariat. Et c'est pour ça que je ne peux pas complètement vous laisser dire ce que vous dites, parce qu'en réalité, moi, ce que je constate, c'est que chaque année, la gendarmerie, pour ce qui est de la gendarmerie nationale en tout cas, constate sur le territoire, met en cause 2200 personnes pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Donc faire une généralité en disant quand on appelle la gendarmerie, on n'a pas de réponse, ça me paraît, familles, mais ça peut pas, on peut pas en tirer une généralité, ça me paraît très excessif. Tout à fait. J'avais une question tout à l'heure, on parlait de la professionnalisation du trafic, on l'a évoqué, on a parlé aussi du fait que ce trafic s'internationalise. C'est-à-dire que les réseaux qui se créent ici, finalement, travaillent avec les réseaux extérieurs, c'est ça, globalement ? Alors, le trafic d'ICE est par nature international, puisque l'ICE arrive des États-Unis, mais s'internationalise dans le sens où aujourd'hui, on peut, à travers les enquêtes, établir des liens entre des Polynésiens qui sont en Polynésie et des personnes qui sont aux États-Unis, par exemple, qui sont en lien et qui planifient des opérations. Ce qu'on avait il y a quelques années, ce qu'on ne mettait pas à jour de cette manière-là. Alors moi, j'avais relevé le dossier Saranoui qui date de 2018. Est-ce que c'est un dossier que vous connaissez ? Il y a quelques années, oui, c'est un dossier très emblématique ici qui a été jugé il y a quelques années, mais depuis, on a constaté ça, ces liens. On a aussi des... Alors je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dossier, globalement, c'était des liens entre la Polynésie et des trafiquants mexicains. Donc là, on est vraiment sur des cartels mexicains. Et on a aussi des Polynésiens qui ont été incarcérés aux États-Unis suite à d'autres affaires et qui ont des liens de cette manière-là aussi. De toute façon, l'ICE qui circule en Polynésie vient des cartels mexicains. En réalité, vous avez deux zones de production pour ce qui est de l'ICE. Vous avez le Mexique d'une part avec ces cartels mexicains et l'Asie du Sud-Est d'autre part. Donc ce qui arrive en Polynésie, en réalité, remonte du Mexique vers les États-Unis et la connexion avec la diaspora polynésienne aux États-Unis, que ce soit à Hawaï ou à Los Angeles, explique ces flux d'entrée. Ce qui a été dit tout à l'heure sur le signalement des listes de passagers, c'est des choses qu'on travaille en renseignement, évidemment, avec les services américains, que ce soit les douanes. Bien sûr, il y a une collaboration très forte, que ce soit entre les douanes françaises, la gendarmerie, la police d'un côté et les services américains de l'autre. Avec des entrées qui sont à la fois, puisque l'ICE rentre à la fois par voie aérienne, ça a été dit, mais également de plus en plus par voie maritime. Et ce qui témoigne d'ailleurs d'une organisation plus forte du trafic, puisqu'en réalité c'est quand même beaucoup plus simple de faire entrer de l'ICE par voie aérienne. Enfin, l'organisation d'un trafic par voie aérienne est beaucoup plus simple que l'organisation d'un trafic via Long Beach aux États-Unis, qui nécessite une organisation beaucoup plus forte. Mais on a une coopération très fine, notamment avec les services américains. Donc la Polynésie est intégrée dans ce réseau international de lutte contre la drogue. Toté, je voudrais juste, est-ce que peut-être tu vas pouvoir nous répondre, mais les risques pour une mule qui ingurgite des je sais pas comment on appelle ça, des ballons de drogue, c'est quoi le risque ? La mort. Voilà. Alors, simplement. Donc ça peut aller de troubles digestifs jusqu'à l'arrêt cardiaque, jusqu'à la mort, ouais. Clairement, c'est très très dangereux. Donc on risque sa vie pour de l'argent ? Oui, mais ça en dit long, encore une fois, sur... Voilà, le trafic tape sur nos vulnérabilités, quoi qu'il arrive. Donc en fait, des gens qui sont prêts à tout pour gagner de l'argent, il y a des gens qui se prostituent, il y a des gens qui vont faire la mule, il y a des gens qui vont vendre un peu de paca pour essayer d'avoir 1 million, pour essayer de faire leur coup aux US et revenir. Ils sont prêts à tout pour ça, parce que derrière, il y a une vraie souffrance, derrière il y a des vrais manques, derrière... Voilà, c'est... Qu'est-ce qui fait l'addiction ? Parce que je n'ai pas posé encore cette question. Qu'est-ce qui provoque l'addiction dans la méthamphétamine ? C'est... La même chose que dans les autres substances. En gros, il y a 3 grands volets qui rentrent en compte. Tu as un volet biologique, donc c'est le corps. La substance est addictive. Elle est addictive, donc elle va entraîner un emballement du circuit de la récompense, sécréter la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et souvent, quand on est malheureux, on a envie de se faire plaisir. Ensuite, il y a un volet psychologique, et là, c'est tout notre vécu, le passé, les traumas qu'on a pu avoir, la gestion de nos émotions, nos croyances. À
à la fois religieuses et puis les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Je suis nul, j'y arriverai pas, il n'y a pas de place pour moi ici. Et puis enfin, il y a le volet social. Et ça, c'est tous les événements sociaux qui peuvent entraîner une addiction, le deuil, l'isolement, les conflits, les transitions, changer de métier, changer d'île, parfois, hein, ça peut être très compliqué. Et puis enfin, les fréquentations, il y a, voilà, quand tout autour de vous, tout votre cercle social consomme, quelle que soit la substance, c'est compliqué d'y échapper. Hein. Il faut avoir une force mentale et de caractère qui doit être... Donc c'est ces trois volets qui vont faire le terreau, quelque part, de l'addiction. Oui, je voulais revenir aussi sur l'appât du gain. Oui. Et pour évoquer d'une part les trafiquants qui ne sont pas consommateurs, parce qu'on a aussi des trafiquants de drogue, de toute drogue, qui ne sont pas forcément consommateurs, et pour évoquer le fait que c'est aussi pour cela que nous, forces de sécurité, autorités judiciaires, on va aussi taper au portefeuille. C'est-à-dire que la sanction, la répression et la réaction des autorités par rapport aux trafiquants, c'est la prison, l'amende, mais aussi des fortes amendes dissuasives, voire des confiscations de biens, en fait, pour que le crime ne paye pas. C'est souvent l'expression qu'on emploie. Sacré, les trafiquants chevronnés, les 3-4 années de prison, ça fait partie des risques du métier. Par contre, si en ressortant de prison, ils ne retrouvent pas le pactole qu'ils avaient réussi à se créer, ils se poseront peut-être plus de questions, ou en tout cas, ça deviendra moins intéressant. Est-ce que dans votre arsenal judiciaire, vous avez aussi la possibilité, on l'a sûrement évoqué tout à l'heure, justement d'aller vers les traitements pour les consommateurs, les gros consommateurs qui deviennent délinquants par ailleurs, ça fait partie intégrante de l'arsenal judiciaire? Alors oui, la peine, elle doit viser à sanctionner, mais elle doit aussi viser à prévenir la récidive et réinsérer. Et donc, au-delà de la peine de prison, par exemple, on peut prévoir, sanctionner avec une peine qui comporte un suivi dans le temps avec une obligation de soins. Mais là, on en revient à la mise en œuvre de cette obligation de soins. C'est-à-dire qu'il faut des structures de soins, des médecins en nombre suffisant. Que le patient s'y présente. Que le patient s'y présente. Alors, on a des mécanismes incitatifs, puisque si c'est dans le cadre d'un suivi judiciaire, s'il ne s'y présente pas, il peut risquer une nouvelle peine de prison, par exemple. Mais il faut effectivement qu'il puisse s'adresser à des structures en nombre suffisant et suffisamment accessibles. Il y a deux types de soins pour compléter, Madame la procureure. À la fois quand un patient ou quand un consommateur est incarcéré, il y a les unités qu'on appelle les UXA, qui sont des unités médicales au sein des prisons. Et souvent, il y a un médecin ou un psychiatre et qui va permettre de donner des traitements pour gérer les signes de sevrage, quand ils sont sevrés. À côté de ça, il y a l'obligation de soins. En effet, l'obligation de soins, donc, c'est une mesure judiciaire. Nous, on reçoit, c'est 40% de notre file active, quand même, aujourd'hui. Donc, on a à peu près entre 1800 et 2000 patients par an. Donc, 40% d'entre eux, c'est des patients qui sont en obligation de soins. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un protocole spécifique pour eux, pour limiter les temps d'attente, parce que il y en a beaucoup et qu'on n'est pas nombreux. Et ce protocole, c'est 5 rendez-vous. Il y a à la fois un entretien d'accueil avec un infirmier. Il y a après 3 sessions de groupe, donc un groupe d'infos sur les toxiques, des groupes motivationnels, des groupes sur la gestion des émotions, sur l'évaluation des besoins. En gros, on va essayer de donner des compétences psychosociales et émotionnelles à ces patients-là pour qu'ils s'en sortent un peu mieux la prochaine fois. Et puis enfin, un rendez-vous de synthèse. À l'issue de ce rendez-vous de synthèse, on leur propose toujours et systématiquement un suivi, et certains sont suivis depuis de nombreuses années. Mais pareil, là... C'est suffisant. J'allais me tourner vers Cathy parce que j'imagine que les familles doivent avoir un point de vue aussi là-dessus. C'est compliqué parce que le soin d'addictologie repose sur la liberté. Il repose sur le fait que je fume et j'ai envie de plus fumer, j'ai envie d'être libre de cette substance, et donc du coup je vais engager un travail de changement sur moi-même. L'obligation de soin repose sur la contrainte. Et en fait, 5 rendez-vous, est-ce que c'est assez pour transformer quelqu'un ? Je ne sais pas, mais c'est assez pour transformer une contrainte en un désir de changement. À partir de là, la porte est ouverte aux patients. Nous, on essaye, on est sur le temps long. On n'est pas sur le temps d'une mesure judiciaire ou on est sur le temps d'une vie. Nos patients, on les suit, certains de 8 ans le plus vieux à 78 ans. Et celui qui a 78 ans était déjà suivi quand il était à l'école. Oui. Donc, on suit des patients sur une trajectoire de vie où parfois ils viennent pas, parfois ils sont perdus de vue, mais notre enjeu en tant que soin en addictologie, c'est que la structure soit une solution d'accueil bienveillante sur laquelle ils peuvent se confier quoi qu'il arrive, pas nécessairement quand il y a la justice. C'est créer une confiance en fait avec les patients. Ça ne tient qu'à ça.
C'est-à-dire que sans la confiance, on n'a rien. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème en santé mentale en Polynésie, c'est qu'il y a des turnovers parfois de médecins. Donc ton toté, il change 15 fois. Mais tu t'étais bien entendu avec lui, tu savais que tu avais confiance. C'est Est-ce ça. que tu vas retourner voir un nouveau toté, quoi. C'est difficile. La confiance en Polynésie, c'est essentiel pour qu'il y ait une interaction qui soit de qualité. Cathy? C'est toute la problématique de la prise en charge, justement. C'est un constat qui a été soulevé par rapport à la prise en charge. Au CPSA, effectivement, on va dire il y a déjà un protocole établi, mais cette prise en charge, elle est défaillante au niveau du CHPF, par exemple. Là, on a un réel problème. On a dû faire face en même pas une semaine à ce problème de prise en charge, où le jeune, quand il est en crise aiguë, il arrive. Mais ce qu'on souhaiterait, nous, les familles, c'est que cette prise en charge soit immédiate, limite dans l'heure. Toi, tu connais un patient qui est sous addiction, quand il arrive, il peut être calme, mais à tout moment, il peut vriller. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la prise en charge, elle se fait 5 heures, 6 heures après. Finalement, le jeune qui est addict, il arrive calme, il finit malheureusement très souvent sanglé, parce qu'en fait, il y a l'impatience il devient dangereux. Et pour lui et pour le personnel soignant. Donc, à ce niveau-là, il y a véritablement quelque chose à faire et à améliorer. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une cellule spécifique dédiée à ce type de prise en charge pour ces jeunes qui arrivent? Au CHPF, on y va, il n'y a rien. Mais il faut être réaliste aussi. Le CHPF ne peut pas tout prendre. Voilà. Et le constat que l'on fait aussi, c'est l'effectif n'est pas formé pour. Voilà. Je vais répondre à ces propos parce que voilà, il y a longtemps maintenant, j'étais interne en psychiatrie, donc j'ai vu des familles venir au CHPF avec des patients qui parfois étaient très compliqués d'emblée ou pas du tout. Et quand on est en liaison psychiatrique, parce que voilà, c'est un psychiatre qui fait les étages, qui va aux urgences, qui va aux lits-portes, on doit faire un tri. En fait, c'est le boulot, c'est de faire un tri entre hospitaliser maintenant ou hospitaliser demain, en gros. C'est très compliqué, mais voilà. Donc parfois il y a probablement des cafouillages. Voilà, je vais essayer de défendre au mieux mes confrères. Après, ce qui est prévu dans le pôle de santé mentale, parce que la structure de psychiatrie actuelle à Jean-Prince, en effet, a des problématiques connues depuis longtemps. Il y a des problématiques sur le secteur fermé, où il y a des chambres d'isolement qui parfois sont nécessaires, même de façon transitoire. Et aujourd'hui, elles ne sont pas dans un état satisfaisant ni pour les psychiatres qui travaillent, ils sont tous d'accord, ni pour les familles qui amènent leurs proches. Ce qui est prévu dans le pôle de santé mentale, c'est qu'il y ait une unité d'accueil et de crise, justement, pour pallier à ça. Ça ne fera pas tout. Mais j'entends la détresse des familles. Et en même temps, de l'autre côté, je pense que les services de soins font tout leur possible pour essayer de pallier avec les moyens qu'ils ont, et puis avec la temporalité administrative et de construction des bâtiments. C'est pas évident d'allier les demandes et les moyens, finalement, qu'on a aujourd'hui à disposition. Vous parliez tout à l'heure des outils numériques qui entrent aussi un petit peu dans le... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté supplémentaire dans la lutte contre les stupéfiants? C'est évidemment une difficulté supplémentaire, puisqu'on voit qu'une partie du trafic se déplace en fait sur Internet. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément avec cette ampleur il y a quelques années. Donc on a un champ dans lequel le trafic se développe, qui n'est plus uniquement le trafic de rue, mais qui est le trafic sur Internet, qui à la fois facilite l'accès, permet un accès plus anonyme aussi que le trafic de rue, et donc accélère, banalise sans aucun doute la consommation. Et donc c'est un enjeu pour nous. Je le disais, l'an dernier, on a fermé 5 sites Internet liés à la vente de produits stupéfiants. Bien évidemment, il en reste, on en est tout à fait conscient, et c'est un domaine sur lequel on travaille pour accélérer les fermetures de sites. Ouais. Le pouvoir judiciaire a un quelconque pouvoir là-dessus, par exemple Oui, tout à fait. On travaille ensemble. Après, les points de deal, qu'ils soient dans la rue ou qu'ils soient numériques, posent là aussi des défis commun, à savoir que quand on démantèle un point de deal, il peut se reformer ailleurs, il se déplace, les sites c'est pareil. Mais d'où l'idée de harcèlement, c'est vraiment du harcèlement, ça renvoie à la question des moyens, mais ça renvoie aussi à une volonté qui est réelle de ne jamais baisser les bras. Et oui, on travaille ça évidemment ensemble. C'est quoi vos plus gros
vos plus grosses difficultés en fait dans le trafic de stupéfiants. Qu'est-ce qui met des freins dans votre lutte au quotidien? Les trafics sont très différents. Enfin, si on parle du trafic d'ICE, ouais. parce que c'est celui qui génère une criminalité organisée et un trafic international. La difficulté, c'est qu'il faut travailler sur une chaîne qui comprend, je dirais, plusieurs éléments. Il faut à la fois combiner des capacités en criminalistique, la capacité à investiguer sur une scène de transaction, sur une scène, ce qu'on appelle banalement une scène de crime, mais qui en réalité n'est pas forcément une scène de crime d'assassinat, comme on peut l'imaginer, voilà, ce que je veux dire. Donc des capacités de criminalistique, des capacités de renseignement criminel. Là, on a beaucoup de renseignements. La question, c'est comment est-ce qu'on le traite, comment on traite cette masse de données. Ça, c'est une vraie complexité parce que il suffit pas d'avoir du renseignement, il faut être capable de l'enrichir, il faut être capable de le traiter, il faut être capable de l'exploiter, et donc ça suppose de mettre des outils qui permettent de traiter cette masse de données. Troisième élément, c'est la capacité d'observation et de surveillance, c'est-à-dire la capacité à aller matérialiser sur le terrain un certain nombre d'infractions, soit par des procédures humaines de filature, de surveillance, soit par des procédés techniques. Quatrième élément, une capacité à démanteler des réseaux, c'est-à-dire des enquêteurs qui soient spécialement formés et aguerris à la lutte contre les stupéfiants, à la captation des avoirs criminels, parce que c'est aussi un métier, on disait tout à l'heure que c'est un des points essentiels de la lutte, et c'est vrai qu'on a saisi l'an dernier 300 millions de francs pacifiques. Donc c'est une somme colossale générée par le trafic de stupéfiants. Et enfin, c'est la capacité à saisie. C'est que la somme saisie, bien entendu, ce qui montre l'ampleur du trafic par ailleurs. Et le cinquième aspect, c'est l'aspect coopération internationale. Et donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut réussir et créer les canaux de coopération. Il faut dialoguer avec les services partenaires pour justement enrichir ce renseignement et frapper les trafics au bon niveau. Donc voilà, c'est l'ensemble de cette chaîne dont il faut à la fois maîtriser les métiers, qui est longue, qui est complexe. Il faut coordonner les actions dans ces différents champs. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas pour la partie méthamphétamine et criminalité organisée. Voilà. La partie cannabis étant différente, où là on est vraiment dans une logique de harcèlement, que ce soit sur les points de deal, sur les plantations. Et donc là, il faut taper très régulièrement. Tout le temps, être vigilant en permanence. Et aussi souvent qu'on peut. Voilà. Donc il y a vraiment deux logiques différentes. Vous voyez, c'est d'un côté une logique très spécialisée, enfin une lutte très spécialisée, de l'autre une logique de masse. En fait. Voilà. Qu'est-ce que la fédération attend dans les mois, les années à venir? Vous êtes fédéré pour quoi? Pour faire des propositions, pour dire voilà nous ce qu'on a vu sur le terrain au quotidien dans nos quartiers? Alors effectivement, on a plusieurs pistes de réflexion. On a créé des commissions de travail à l'intérieur. On a des projets à proposer, notamment au pays, que l'on souhaite que nos projets soient soutenus. On a par exemple le projet de la création d'une sentinelle. On s'est rendu compte que pour une meilleure prévention, pour une meilleure détection des trafiquants au sein des quartiers et tout, la création d'une sentinelle serait véritablement une nécessité. On n'a pas encore la technicité de savoir comment créer cette sentinelle, mais on souhaite véritablement que il y ait une réflexion sur ça, parce que ça marche. De toutes les manières, un trafiquant ou un consommateur habite bien dans un quartier. Donc, pour pouvoir prévenir au mieux, pour nous en tout cas, et c'est le travail que nos équipes font sur le travail, c'est en allant véritablement au sein même des quartiers. Aujourd'hui, ce qui nous manque, et c'est la question que je poserai à monsieur le colonel, c'est est-ce que vous avez pu cartographier les zones sensibles? Bien sûr. Voilà, bien sûr. parce que cette donnée-là pourrait être pour nous un élément qui va nous aider dans nos actions sur le terrain. La collaboration avec les fédérations citoyennes comme celle que représente Cathy, c'est important aussi pour vous, pour votre action au quotidien au niveau judiciaire? Oui, on peut tout à fait envisager des échanges et ça permet également d'avoir des relais et mieux identifier les besoins dans la prise en charge des personnes, par exemple. Oui, donc ça, c'est le travail qui est mené est intéressant parce qu'il permet justement la structuration d'une pluralité d'acteurs qui étaient à la fois moins visibles et plus disparates dans leur action. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une fédération permet d'avoir un interlocuteur avec qui travailler. Et c'est vrai que sur la cartographie notamment de
ces points, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille très régulièrement. C'est une cartographie évolutive, évidemment, puisque le trafic se déplace. À partir du moment où vous démantelez un point de deal, pour autant, il ne disparaît pas forcément. Il se déplace, et donc il faut remettre son travail sur l'ouvrage à chaque fois. Alors, on arrive à la fin déjà de cette émission. Je voulais déjà vous remercier d'avoir expliqué, d'être revenu sur les différents points qu'on a pu aborder aujourd'hui. Moi, ce que j'en retire, j'ai envie de dire, c'est une collaboration entre le pays, entre l'État avec la partie judiciaire et gendarmerie est essentielle. Mais il y a aussi la question du traitement qui reste essentielle. Là aussi, l'action des familles, j'imagine, vous aidera à aller dans le bon sens. Bien sûr. De toute façon, dans le service, on reçoit les familles très régulièrement. On les reçoit quand ils amènent des patients. Et on les reçoit aussi sans les patients dans le cadre d'un groupe de parole qu'on fait une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Il suffit d'appeler le secrétariat et de s'inscrire. Donc oui, le travail des familles est essentiel. Alors donc, juste pour conclure, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'aller vous faire aider. Bien au contraire, les médecins sont là. La fédération est là aussi pour accompagner les familles, les quartiers, tous ceux qui veulent participer. La gendarmerie, le parquet également est là pour aller dans le bon sens sur cette question du trafic de stupéfiants, pour que la Polynésie ne soit pas en péril en fait face à cette problématique. Merci encore à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines sur la même chaîne TNTV à 19h30 pour un nouveau débrief.